Bonjour à tous et bienvenue sur Leclerc et vous pour un nouveau dialogue en live sur la cuisine et la cuisine de Pâques avec Marie Leclerc. Bonjour Marie, comment vas-tu ? Ça va très bien, bonjour, bienvenue dans la cuisine. Alors on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Tu vas donc nous préparer des recettes de Pâques. Vous allez pouvoir poser vos questions et Marie va y répondre tout au long de cette session de cuisine. Alors on commence tout de suite avec la première question et c'est une question de Sophie qui te dit « Bonjour, je voulais savoir quelle était la tendance pour le repas de Pâques cette année ?» Alors bonjour Sophie, c'est vrai que cette année, moi je trouve qu'il fait déjà un petit peu gris. Donc on va essayer de tabler sur tout ce qui est vraiment printanier, histoire de se réveiller, de se donner plein d'énergie. Donc les petits pois, les poissons frais, vraiment quelque chose de simple, bon, convivial. Ok, très bien. Alors on poursuit avec une question de Sève44. Bonjour, quelle suggestion pour un repas de Pâques vegan, végétalien, mais qui reste gourmand ? Alors merci pour vos conseils. Alors, bonjour Sève, c'est vrai que c'est difficile de faire un repas vraiment vegan qui reste très sympa. Alors j'ai pensé à vous parce que vous allez voir en apéritif, on va faire un petit houmous de petits pois très très simple. Donc vous pouvez servir ça sur des petits toasts au sarrasin, vraiment comme des petites crêpes que vous faites à l'avance. Vous mettez un petit peu de houmous dessus. Après vous pouvez préparer des raviolis maison, donc vous allez acheter de la pâte à raviolis et vous la garnissez d'une petite poêlée de champignons. Vous faites bien revenir ça dans une poêle, déjà dans l'eau bouillante, et après vous faites revenir ça dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive, ça peut être très bon. Et en dessert, il y a un dessert qui est vraiment sympa, qui fait très Pâques aussi. C'est une mousse au chocolat, donc à base de lait de soja. Donc vous faites vraiment battre votre lait de soja, histoire qu'il foisonne bien, qu'il soit bien en chantilly. Et après, vous le mélangez avec du chocolat fondu au micro-ondes en plusieurs fois, délicatement. Et là, vous allez vraiment vous retrouver avec une mousse au chocolat très sympa et qui est entièrement végane. Ça donne envie ça. Mais moi qui suis très pas végane, simple à faire. Ouais. Ah bah super, peut-être qu'on va s'y mettre. Moi je cuisine pas beaucoup. C'est vrai que là je suis avec toi, je peux apprendre un petit peu des recettes, mais c'est intéressant ça. Non, c'est le moment de tenter. C'est une nouvelle, c'est vraiment une vraie tendance qui arrive en plus. D'accord. Alors on poursuit avec une question de Yvette qui te demande une idée originale, on est dans Pâques, une idée originale pour cuisiner l'agneau. Alors, Yvette, moi je ferais bien un petit carré d'agneau avec des fèves, du citron, un petit peu de menthe. Donc vous prenez votre carré d'agneau, ce qui est très important avec l'agneau, ça va être de le sortir à l'avance, à peu près une demi-heure, 1 heure du réfrigérateur. Vous le laissez tel quel et après vous allez le faire poêler en fait sur toutes les faces pour qu'il soit bien doré, qu'on ait une jolie couleur. Après vous l'enfournez dans votre four à 180, à peu près 15-20 minutes. Et pendant ce temps-là, vous faites cuire des petites fèves à l'eau. Vous rajoutez un petit peu de zeste de citron et vous les jetez un petit peu dans le plat du four à côté du carré d'agneau. Vous laissez encore cuire ça 10 minutes et vous allez voir, ce sera très sympa, très frais et vraiment printanier. Alors on poursuit sur l'agneau et Églantine te demande quelle est la technique pour bien réaliser justement la cuisson d'un agneau, car à chaque fois Églantine la rate. Alors c'est vrai que l'agneau, c'est pas une viande forcément très facile à faire. Après en plus, en général sur une famille, vous avez toujours ceux qui vont l'aimer très cuit, ceux qui vont l'aimer rosé, ceux qui vont l'aimer vraiment presque bleu. Donc il faut vraiment arriver à avoir quelques petites choses clés et normalement avec ça, ça devrait pas poser de problème. Donc déjà moi ce que je vous recommande, c'est de faire mariner votre agneau toute une nuit au réfrigérateur, un petit peu d'huile, des herbes, un petit peu d'ail éventuellement. Vous le filmez bien avec du film alimentaire, vous le glissez au réfrigérateur toute une nuit et après vous le sortez bien 1 heure avant de le cuisiner. Très important, histoire que la chair elle revienne un petit peu à température. Donc c'est vraiment important. D'accord. Après ça, jamais, alors là, l'idée qui consiste à piquer le gigot d'agneau pour après inciser de l'ail dedans, c'est un peu une aberration parce que vous cassez toutes les fibres de la viande et du coup en fait toute l'eau qui est à l'intérieur, tout le moelleux, il va partir à la cuisson, donc c'est un petit peu dommage. Donc ne jamais piquer l'agneau. Après ça, toujours on l'enfourne dans un four très chaud, donc préchauffé à 240 degrés. On lui fait faire un petit choc thermique pendant 5 minutes. Et après, vous baissez votre four et vous le mettez à peu près à 200 degrés. Et après, on compte, attendez, j'ai pris des petites notes pour vous, 12 minutes pour 500 g de viande si vous le souhaitez rosé. Donc c'est vraiment pas trop longtemps. Après, évidemment, si vous le souhaitez plus cuit, vous montez à 13 minutes. Vous pesez bien évidemment votre gigot avant de le mettre dans le four, hein, ce sera plus pratique. Et après ça, on le retourne bien à mi-cuisson, histoire qu'il soit bien doré. Et ce qui est très très important avec la viande, ça va être de le sortir du four, vous mettez un petit papier d'aluminium dessus et vous le laissez poser à peu près 20 minutes hors du four pour vraiment que la viande continue à travailler. Elle sera moelleuse, elle sera bonne et vous aurez un bon gigot pour Pâques. Ça donne envie tout ça. Voilà, mais c'est pas très compliqué, c'est juste des petites étapes clés. Si vous les respectez bien, il n'y aura aucun souci. D'accord. Bah justement, on va continuer avec l'agneau. Et Marie, qui aimerait faire de l'agneau, qui n'est pas une experte en cuisine, mais qui aimerait faire traditionnel cette année, te demande quelle partie de l'agneau est la plus simple à cuisiner.
Alors moi, très honnêtement, un gigot d'agneau, comme je vous l'ai indiqué avant, c'est vraiment pas très compliqué à faire si vous respectez ces petites étapes. Ou après, même si vous voulez un morceau qui coûte un petit peu moins cher, une épaule d'agneau. C'est un morceau qui n'est pas forcément très aimé. Vous avez juste un os en plus, c'est pas très compliqué. Vous le faites cuire comme un gigot et c'est vraiment très bon comme viande. D'accord. Donc un épaule ou un gigot ou même un carré d'agneau comme on en a parlé tout à l'heure. Après, ça dépend du nombre de convives. Bien sûr. Voilà. C'est vrai que si vous êtes 2 personnes, un carré d'agneau c'est plus simple. Si après vous êtes 6, 8, un gigot ou une épaule, ça marche très bien. D'accord, ok. Voilà. Alors, on continue avec Gaël qui te demande qu'il voudrait accompagner son plat d'agneau avec des légumes de saison et lesquels choisir. Alors Gaël, c'est vrai que là pour l'instant c'est un peu morose, il ne se passe pas grand chose au niveau légumes, c'est vraiment le petit début. Donc déjà on peut faire une purée de chou-fleur, ça c'est vraiment très bon, avec un petit peu de pommes de terre, vous la faites bien cuire à l'eau, après vous le mixez bien, vous rajoutez un petit peu de crème, un petit peu de beurre, et ce qui peut être très sympa c'est de récupérer les fleurettes de chou-fleur crues et de les râper vraiment très finement et de les mettre au-dessus de la purée, ça vous apporte un petit peu de croquant, vous rajoutez des petites amandes ou des petites noisettes concassées au-dessus et normalement vous avez un accompagnement qui peut être très sympa. Un petit peu de croquant. Voilà, après on peut vraiment avoir toutes les courges parce qu'il nous reste encore des courges, donc la butternut, ou après on peut carrément même faire des carottes rôties au four, vraiment des toutes petites carottes nouvelles, vous les épluchez, vous les glissez au four, un petit peu d'huile d'olive et vraiment vous les laissez cuire tranquillement, vous pouvez même rajouter un peu de coriandre ou de cumin pour avoir des épices si vous aimez bien le côté un petit peu oriental, un petit peu de fleur de sel, un petit tour de moulin et là normalement vous avez une bonne garniture. Ok, super. Alors, on continue avec Elisabeth qui te demande comment faire cuire ses asperges sans qu'elles ne se cassent. Alors, bonjour Elisabeth. Alors, c'est vrai que là, on en a justement des petites asperges. Donc, l'asperge, c'est déjà important de bien l'éplucher. Sur la verte, vous allez éplucher à peu près ça, en fait, dans l'asperge. Et sur la blanche, il va falloir en éplucher beaucoup plus. Pourquoi est-ce qu'on l'épluche? Parce qu'en fait, vous avez énormément de fibres dans l'asperge. C'est le côté un petit peu pas très agréable quand on mange une asperge qui peut finir un peu avec l'impression de manger des cheveux. Donc, c'est pas très sympa. Donc, vraiment, on l'épluche bien à peu près là-dessus. Après, on va enlever, vous voyez, les petits bourgeons naissants juste en dessous de la pointe. Comme ça, vous gardez bien uniquement la pointe. Et après, ou vous les posez à plat dans un cuiseur vapeur, donc dans une cocotte minute, vraiment pour pas qu'elles bougent. Ou alors, vous les attrapez toutes comme ça, vous les ficelez ensemble. Donc, vraiment, vous avez une belle botte d'asperges bien ficelée. Et vous les laissez cuire dans une casserole d'eau bouillante, salée. Et on va laisser un petit peu la tête presque hors de l'eau. Comme ça, la tête ne va pas être trop cuite. Donc vraiment, normalement, si elles sont bien ficelées, elles ne cassent pas. Ou alors à plat, dans une poêle. Non, dans un cuiseur vapeur. Pardon, excuse-moi. Rien à voir. Bon, c'est pas moi l'experte en cuisine aujourd'hui, je suis là pour écouter les conseils. Mais dans la poêle, ça marche aussi. C'est encore autre chose, c'est des petites asperges sautées. C'est très sympa l'asperge sautée. Bah oui, moi c'est ce que je fais, voilà. C'est pour ça que je te dis ça. Non, c'est ça, la petite asperge verte sautée, c'est très sympa. L'asperge blanche, plutôt au cuiseur vapeur ou dans une grande casserole d'eau chaude, salée. D'accord, très bien Marie. Ok, je retiens alors, on oublie la poêle. Alors, on poursuit avec une question de Jules qui te demande quelle sauce pour accompagner de belles asperges vertes. Alors Jules, moi c'est vrai que je me souviens vraiment de la sauce qui accompagnait les asperges au déjeuner de Pâques que faisait ma grand-mère. Donc pour moi c'est vraiment une mousseline. Donc une mousseline ça va être une mayonnaise. Essayez de la faire maison, c'est pas très compliqué. Un jaune d'œuf, une cuillère de moutarde, vous mélangez bien tout ça, vous la battez bien pour que ça revienne à température. Et après vous rajoutez l'huile. Donc de l'huile végétale, tournesol, pépins de raisin, en filet et vous battez non-stop. C'est vraiment pas compliqué de faire de la mayonnaise, on s'en fait toute une montagne, mais c'est vraiment très simple. Après, une fois que vous avez une belle mayonnaise, vous montez les blancs en neige à côté et vous allez intégrer les deux préparations, un petit jus de citron, un petit filet de vinaigre, éventuellement de la ciboulette si vous aimez ça, et vous servez ça avec des asperges bien chaudes, trempées dedans, c'est très bon. Autrement, plus simple aussi, l'œuf à la coque, c'est quand même un grand classique. L'œuf Pâques, asperges, normalement ça marche. Ah ouais, c'est original ça aussi, c'est vrai que j'ai pas pensé. Mais c'est hyper simple à faire et vous avez vraiment le symbole de Pâques. Donc c'est vrai. Il faut tenter. On tentera alors. Voilà. Alors, on va du coup maintenant qu'on a parlé un peu de l'agneau, des asperges, de beaucoup de choses, on va parler surtout de ce que tu vas nous préparer parce qu'on a envie de te voir en cuisine. C'est ça, il faut que je travaille un peu. Voilà, il faut que tu travailles un petit peu. Et on va vous présenter donc, des amuse-bouches pour commencer votre repas. Donc Marie va vous expliquer un peu ses idées d'amuse-bouches. Alors là, vous allez voir, c'est une recette dont on a parlé tout à l'heure autour des produits un petit peu végétariens. C'est très simple. Le houmous, vous savez, traditionnellement, c'est à base de pois chiches. Là, on va en faire un à base de petits pois, donc vraiment frais, vraiment printaniers. Quand on n'a pas encore des petits pois bien frais, on peut aller en acheter un petit sachet surgelé, ça marche aussi. Donc là, pour gagner un peu du temps, j'ai fait cuire déjà au préalable mes petits pois. Et je vais les mixer très simplement avec du tahine,
Donc le tahine, c'est des petites graines de sésame qui vont être mixées. Donc ça fait une pâte, ça c'est vraiment ce qu'on met normalement dans le houmous. On va rajouter un petit peu d'ail haché, de l'huile d'olive, du jus de citron. Je vais aller mixer tout ça et après vous allez voir ce qui va se passer. Alors, je vais disparaître un peu, mais je ne suis pas très loin. Disparaître un petit peu, juste derrière moi. Donc je vais mettre à peu près 400 g de petits pois déjà surgelés. Ça marchera mieux. Hop. Je vais récupérer mon petite huile d'olive. Est-ce que tu peux me prendre l'ail, s'il te plaît? Oui. Voilà. Après, je vais mettre l'équivalent de 4 cuillères à soupe de tahine avec mes petits pois. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Donc, plus vous avez une bonne huile d'olive, meilleur c'est. Donc, tout dans le mixeur. On met tout dans le mixeur, c'est hyper simple. Un jus de citron jaune. Après, on peut même varier en mettant du jus de citron vert si vous le souhaitez. Et un peu d'ail. Ça, c'est indispensable. Alors, moi, l'ail, j'en mettrai pas parce que je suis allergique. Bon, alors, comment je fais si je peux pas mettre d'ail? Alors, vraiment, je mets d'autres épices? Alors, la base du houmous, c'est vraiment ça. C'est le mélange tahine, ail et citron. D'accord. Donc, du coup, c'est vrai que tu perds un petit peu l'intérêt du tahine, du houmous. Tu peux essayer. En mettant d'autres épices. Alors, petit problème de mixeur? Ah, ça y est, il s'est réveillé. Donc, tu peux essayer, mais c'est vrai que ça sera un petit peu moins traditionnel. Mais d'accord. Il faut tenter. Je suis désolée, ça va faire un petit peu de bruit. On s'excuse pour vos oreilles. Ça mixe, c'est bon, ça va venir. La pause musicale pour les oreilles, c'est très sympathique. Baissez le son chez vous, on revient dans quelques instants. Donc préparation du houmous chez vous. On aura tous les ingrédients sur le site de Leclerc. Oui, tout sera bien indiqué sur le site. Hop. Et alors là, vous voyez, regardez, c'est déjà prêt, donc c'est quand même pas très compliqué à faire. C'est assez rapide, on a mixé ça pendant même pas 1 minute, donc c'est vrai que c'est assez simple à faire. Et vraiment, faites-le à l'avance. Là, c'est vrai qu'on a juste fait cuire les petits pois, donc c'est encore un petit peu chaud. Mais si vous le préparez bien à l'avance, vous verrez, vous le mettez au réfrigérateur et vous n'avez plus qu'à le servir après à vos invités. Donc c'est pas très compliqué. Hop là. D'accord. Alors notre houmous. Un petit bol. Vas-y, sers-toi. Voilà. Je vais le mettre ici. Cuisine bien équipée. C'est ça. Alors, on est super équipé, mais c'est vrai que comme c'est pas notre cuisine, on cherche toujours un peu les ingrédients. Donc là, Marie prend le houmous, elle va vous le présenter. Ça a été très rapide à faire. Tu vas nous présenter ça dans des petites verrines, c'est ça? Alors non, on va faire encore mieux. Regardez, donc là, on a notre petit houmous qui est prêt. Normalement, vous le voyez à la caméra. Hop. Donc, vous voyez, c'est vraiment une pâte qui est mixée ensemble. Vous avez le côté hyper vert du petit pois. C'est vraiment printanier. D'accord. Après, vous pouvez le servir donc avec des petites tranchettes de pain. Vous pouvez mettre un petit peu de houmous dessus, tout simplement. Hop. Des petits toasts. Voilà, vous faites des petits toasts et après, on peut décorer. C'est super joli en verre comme ça. C'est très printanier. C'est super simple. C'est vraiment pas compliqué. Et après, on peut décorer avec un petit morceau de concombre. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez un truc qui est vraiment... En plus, c'est hyper bon pour la santé. Vous avez un mélange très simple. C'est une bonne façon de faire manger des légumes aux enfants. C'est très bon. Et après, si vous voulez faire des variantes, vous pouvez préparer des espèces de petites crêpes, des petits blinis avec de la farine de sarrasin. D'accord. Qui se mélange très bien avec ça. Et après, vous servez ça avec le petit houmous dessus. Pardon, le petit houmous, pardon, je le prononce pas bien. On peut le dire comme on souhaite. Et évidemment, on peut mettre un petit peu de sel, un peu de poivre dessus. Vous le servez comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez même faire travailler vos invités parce qu'il n'y a pas de raison. Vous servez le petit houmous à côté, les petites tranchettes de pain, les lamelles de concombre. Et vous laissez les gens se servir. Comme ça, vous n'aurez plus grand-chose à faire. C'est convivial, c'est sympa, c'est simple. Moi, j'aime bien ce genre de recette un peu printanière. Oui, c'est sympa. On a des croquants en plus, toujours avec le petit concombre. On en mangerait bien, mais à l'image, c'est un peu ennuyeux. Je suis un petit peu tentée, mais bon, vu qu'elle a mis de l'ail, je vais m'abstenir. C'est ça, on y goûtera après. On y goûtera après. Alors, on va poursuivre avec les questions de nos internautes. Donc, Dani te demande quelle sauce pour accompagner l'agneau. Alors, pour accompagner l'agneau, moi, en fait, j'aurais bien récupéré carrément le jus de cuisson. Donc, vous faites cuire votre agneau bien tranquillement. Après, vous rajoutez un petit peu, vous déglacez avec un petit peu de vin au-dessus et vous le servez très simplement. Moi, pour moi, l'agneau rôti, ça doit vraiment rester simple. Ok. Voilà. Après, ça, c'est mon point de vue. Avec un bon jus. De toute façon, voilà, un bon jus de viande. Vous récupérez vraiment votre plat à four. Vous mettez un petit peu d'eau à l'intérieur. Vous déglacez en frottant un petit peu sur le feu. Et après, vous pouvez mettre un petit peu de vin ou un petit peu de vinaigre si vous souhaitez dedans.
un petit peu de crème si en plus vous aimez le côté un petit peu crémeux. Ouais. Et là, vous avez une petite sauce à côté. C'est très très simple. D'accord. Voilà. Ok. Alors, une question maintenant de Catherine. Bonjour Marie. Bonjour Catherine. Moi, j'aime quand on commence par bonjour Marie, ça me fait plaisir. J'étais sûre qu'elle allait dire ça. Si ça. vous l'appelez Marie, elle sera contente. C'est ça. Alors, n'hésitez pas, allez-y. Alors, mon mari et mes petits-enfants n'aiment pas l'agneau. Bon, voilà. C'est vrai que c'est une viande qui peut être un peu forte. Alors après, l'agneau, on aime ou on n'aime pas. Ça fait vraiment partie des choses. Ça ne s'explique pas. Après, c'est un des symboles de Pâques. Donc, c'est pour ça qu'on a plein de questions autour de l'agneau. Et donc, elle voulait faire quelque chose qui change, c'est ça? Oui, elle te demande quelle autre viande de saison je peux leur proposer. Merci pour toutes tes idées. Ah, alors, moi, on peut carrément partir sur autre chose. Donc, prendre de la poitrine de veau, vous allez la garnir de pousses d'épinards, vous pouvez mettre un petit peu de jambon cru à l'intérieur, un petit peu de parmesan, vous faites une petite farce, vous roulotez de nouveau votre poitrine, ça va vous faire une espèce de rouleau que vous allez glisser au four et faire cuire. C'est logique. Et vous le ficelez bien, par contre, pour vraiment que tout tienne. Et là, après, vous n'avez plus qu'à le couper en tranches. Ça peut être très sympa. Après, on peut même carrément partir sur une volaille farcie, donc un beau poulet qu'on va farcir avec une farce avec de la pomme, par exemple, ou un canard rôti aussi. On peut rester dans le volatile. Après, si vous aimez le lapin, vous pouvez partir sur du lapin. Bon, après, c'est un peu un autre symbole de Pâques. C'est le lapin qui a amené les chocolats, donc après, chacun prend ses responsabilités. Exactement, on va faire comme ça. Mais c'est vrai que le lapin est un symbole de Pâques aussi, donc pourquoi pas. C'est ça. Alors, question suivante de Sally, qui te demande si tu as une entrée pour un repas de Pâques. On a parlé un peu d'amuse-bouche. C'est vrai. Donc après, on peut faire aussi carrément en entrée des feuilletés. Donc c'est pas très compliqué, des feuilletés avec du poisson ou des fruits de mer. Donc pour ça, en fait, vous commencez à préparer une petite garniture. Donc vous commencez à mixer, par exemple, du saumon avec un œuf, un petit peu de crème. Et à côté, on va faire une panade. Donc on va mettre dans une casserole de l'eau, du beurre. On attend que ça arrive bien à ébullition, donc que ça monte un petit peu. On verse de la farine dessus. On va mélanger, on va se retrouver avec une espèce de boule en fait qui va se balader dans notre casserole. Et cette boule-là, on va la rajouter dans notre mélange saumon mixé avec de l'œuf et de la crème. On va remixer tout ça. Et là, ça va vraiment nous faire une farce. Avec ça, on va prendre donc de la pâte feuilletée bien froide. On va répartir de la farce dessus, des lamelles de saumon, des lamelles de noix de Saint-Jacques, de la crevette, après tout ce que vous voulez. Vous le répartissez sur la farce et vous allez prendre un deuxième morceau de pâte feuilletée avec un petit peu d'eau pour bien souder les deux pâtes feuilletées ensemble. Vous le superposez dessus. Vous allez bien bloquer toutes les deux côtés de pâte, histoire que la farce elle s'en aille pas à la cuisson. On va le dorer, bien le remettre au froid pour qu'on ait un bon choc thermique quand on l'enfourne. Et après, on va le mettre dans un four à 220-230 degrés. Ça va bien monter. Là, vous aurez vraiment un joli feuilleté avec une garniture de poisson. Ça, c'est sympa parce que vous pouvez le préparer à l'avance. Vous le mettez au congélateur et vous n'avez plus qu'à le faire cuire au dernier moment quand vos invités sont là. Moi, c'est le genre de choses que j'aime bien faire parce que l'air de rien, on n'a pas envie de rester cantonné dans sa cuisine tout le temps. On a un peu envie de participer à ce qui se passe à table. C'est sûr. Voilà. Donc ça peut être une bonne idée. Autrement, il y a le gravlax aussi. Ah oui, le gravlax. Hyper simple. Voilà, le grand filet de saumon que vous allez laisser mariner plusieurs jours avec du sel, avec un petit peu de sucre, avec un peu d'aneth. C'est très sympa, c'est une belle alternative au saumon fumé. Et c'est pareil, on reste dans le côté poisson qu'on mange souvent à Pâques aussi. Vous le coupez en lamelles, vous le servez tel quel avec une petite salade de radis, de betterave à côté et ça peut être très sympa. Ok, voilà. On a parlé un peu des entrées. Oui. Et du coup, on va se lancer nous aussi sur cette entrée que Marie, tu nous as préparée aujourd'hui. C'est ça. Alors, vous allez voir, par la magie du direct, les choses arrivent toutes seules. Mais mince, il y a déjà des choses de préparées. Comment ça se passe? Donc, du coup, on va commencer très simplement. Alors, regardez, j'ai un petit plateau magique. Avec tous tes ingrédients. Est-ce que je t'amène aussi le bol là? Non, je veux bien que tu m'apportes la bressaola, ouais, s'il te plaît. Donc, du coup, ouais, alors, merci beaucoup. Donc, on va faire un petit velouté d'asperges avec une chantilly aux chèvres et des chips de mozzarella. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire. Et c'est pareil, on peut presque tout préparer. À l'avance? À l'avance, sauf la chantilly parce qu'elle n'aime pas trop ça. Okay. Ouais, c'est un peu la difficulté. Alors, la dernière fois, on avait fait de la chantilly. Je ne sais pas si vous en souvenez. Je pense que vos oreilles s'en souviennent. Ouais, vos oreilles s'en souviennent sûrement un petit peu. Donc là, on a pris le parti pris de la monter à l'avance, histoire de protéger vos petites oreilles. Donc, du coup, je vais lancer 2 cuissons en parallèle. Alors, qu'est-ce que tu vas nous lancer en cuisson? Donc là, déjà, on va préparer des petites chips de mozzarella, de bressaola. De bressaola. Je commence à dire des bêtises. Donc la bressaola, c'est une charcuterie italienne. Donc ça ressemble à ça, en fait. Vous voyez, c'est une charcuterie plutôt maigre. Donc c'est du bœuf. Et le gros avantage avec ça, c'est qu'en fait... Ça ressemble à de la viande de grison, tiens. Alors ça ressemble à de la viande de grison, par contre, c'est beaucoup moins salé que la viande de grison. Okay. C'est beaucoup plus moelleux, moi je trouve ça meilleur. Bon, c'est italien.
la viande de grison, je trouve ça un petit peu plus dur en fait. Oui, quand on le mange. c'est très sec et c'est très salé comme Alors tu que dis, là, oui, en fait, vrai. on voit que c'est beaucoup plus fin, mouvant en fait. Ouais. Donc ça, en fait, on va faire chauffer une grande poêle anti-adhésive sans rien dedans. Je vais déposer mes petites tranchettes de bresaola, je vais absolument dire mozzarella, de bresaola dedans et on va les laisser dorer de chaque côté. Donc vraiment, je vais les poser dedans. Et en fait, en cuisant, elles vont durcir et après, on va pouvoir faire des chips avec. Ok. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire pour accompagner plein de choses, pour accompagner une salade, pour accompagner un petit œuf poché, enfin vraiment des choses très simples à faire. Ou même à l'apéritif, vous les servez tel quel à vos invités. Ouais. Ils vont croquer dedans, ça va devenir vraiment croustillant et c'est agréable. Avec des petits graissins. Voilà, c'est très bon. Donc là, on va la laisser cuire gentiment. Pendant ce temps-là, j'ai pris une cocotte. Dans la cocotte, je vais verser un petit peu d'huile d'olive. Et là, on va préparer notre... Oula, on va préparer notre... On a dit un petit peu d'huile d'olive. Oui, c'est ça. C'est le problème de ce genre de récipient. Ouh là là. Alors, n'en mettez pas autant à la maison. Hein. On va sentir bon, nous. Donc... Ah bah merci, Marie. C'est ça. Bah là, ça va rendez-vous après, comment je fais là? Tu vas sentir l'asperge. Donc, je rajoute des petites échalotes à l'intérieur. Je vais juste... Alors, je veux pas qu'elle dore. Hein. Je veux vraiment qu'elle sue mes échalotes. Ok. Hop. Je vais juste prêter mon plateau 2 secondes si ça t'embête pas. Pas du tout. Hop. Et alors là, regardez ma petite bresaola. Elle est toute dorée. Ah, il me faudrait une spatule. Une spatule. Ouais. Non, je vais en attraper une. Tiens. C'est bon, regarde. Ah. La spatule en bois. C'est ça. Elle m'a joué des tours, cette poêle, les donc. C'est toujours quand c'est en direct. Je ne sais pas si tu as remarqué que ça joue des tours. Bah, ça marchait mieux en répétition. Hein. C'est ça. C'est vrai. Donc, chez vous, ça se passera bien. De toute façon, ça n'accroche pas logiquement. En répétition, ça avait très bien fonctionné. Là, c'est le direct, c'est parce qu'il fait chaud et des projecteurs. Les crêpes, c'est ça. Voilà. Puis on ne connaît pas forcément bien le matériel. Donc là, regardez, mes petites... Vous vous souvenez tout à l'heure ce que je vous racontais sur les asperges en disant que c'était un peu filandreux. Ouais. Donc pour éviter en fait d'avoir quelque chose avec trop de fil à l'intérieur, je vais vraiment couper finement mes asperges en petites rondelles. Et du coup, en fait, ça permet de sectionner toutes les fibres qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc du coup, on a moins ce côté fibreux et surtout, on n'a pas besoin de les éplucher, ce qui serait dommage pour un velouté parce qu'on perdrait un petit peu de chair d'asperge. On les coupe pas en longueur, quoi. Non, surtout pas. Là, on les coupe vraiment assez finement, comme ça, on casse les fibres. Et ça, c'est un truc que vous pouvez faire aussi si vous faites juste une poêlée d'asperges avec des pâtes. Coupez bien les fibres. On les met comme ça. Voilà. Par contre, je ne coupe pas les têtes parce que les têtes, il n'y a pas de fibres dedans. Donc là, hop, je vais rajouter mes petites asperges avec mes échalotes qui sont revenues. Hop, on va mélanger un petit peu. Hop là. Bah, tu vois que ça marche, ça. Oui, donc ça là, on va mélanger. Hop. On laisse revenir un tout petit peu, histoire qu'il y ait bien du parfum. Et après, là-dedans, je vais rajouter, je vais récupérer mon petit plateau, 2 petits bouillons cubes pour vraiment donner du parfum à notre petit velouté. Alors moi, j'aime bien les bouillons cubes un peu bio. Donc après, vous mettez... Pourquoi? Tiens. Tu sais pas pourquoi? Si, je sais. On va dire que la composition est un peu meilleure. D'accord. Donc là, après, je vais rajouter de l'eau dessus. Alors, ce qui est important quand vous faites un velouté comme ça, c'est de ne pas mettre trop d'eau. Parce que si vous mettez trop d'eau, en fait, votre velouté, il va être très liquide, très aqueux, ouais, très liquide. D'accord. Donc là, regardez, en fait, on met de l'eau à hauteur. C'est-à-dire qu'on va couvrir juste les dernières asperges. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image. Si on a un gros plan dessus, là, très bien. On peut le voir. Donc là, voilà, on va juste couvrir comme ça. Et là, on va laisser cuire gentiment avec un petit couvercle. Et une fois que c'est bien cuit, on va le mixer. Mais grâce au direct... On a déjà mixé. C'est ça. On a une version déjà mixée. C'est pas fantastique? Ah bah si, c'est la magie du direct. C'est ça. Hein. Hop, donc je vais juste enlever celle-là. C'est celui-là? Hop là. On l'apportera après. Pour l'instant, on va faire la chantilly. Je vais le mettre un petit peu plus près. Donc, hop. Et alors, pendant ce temps-là, regardez ici. On avait donc notre petite chantilly que j'ai montée. Alors, vous vous souvenez ce que je vous avais dit la dernière fois? Pour monter de la chantilly, c'est important d'avoir de la crème à 35% de matière grasse. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets de la crème fleurette et je rajoute une cuillère à soupe de mascarpone. Ça augmente la quantité de matière grasse dedans et ça vous garantit d'avoir une chantilly sans souci, très facilement. Donc là, regardez, vous voyez, elle a bien prise. Heureusement qu'elle n'est pas tombée, hein. Imaginez. Après ça, hop, là, j'ai... un petit fromage de chèvre frais, vous voyez, vraiment un fromage très très frais. Je vais le travailler un petit peu, histoire de le ramollir. Et là, donc, je vais préparer une chantilly aux chèvres.
Ok. Donc ça, c'est très simple à faire. Vous verrez, vraiment pas très compliqué. Après, on peut faire des chantilly à plein de choses. Moi, je trouve ça vraiment, ça permet de customiser un plat très simple. Ça marche une chantilly salée comme ça, c'est sympa. Voilà. Donc là, j'ai mis mon petit chèvre mélangé. Et après, hop, je vais intégrer ma chantilly au chèvre. Ok. Donc très délicatement, parce que je vous rappelle que quand même, on a souffert pour monter notre chantilly. Donc on va vraiment y aller délicatement, avec une petite maryse. Ok. Donc bien laisser le chèvre à l'extérieur pour qu'il soit bien mou, voilà. Pour bien l'incorporer. Et surtout bien le travailler, parce que si on ne travaille pas à l'avance, ça ne marche pas. Parce qu'il va rester en grosse masse à l'intérieur. Donc là, on a vraiment notre chantilly. Après la chantilly, on va mettre un petit peu de poivre dessus, histoire de la réveiller. Et ça, après, on va juste le servir sur notre petit velouté d'asperges. Ok. Voilà. Donc, vous voyez, ça prend un tout petit peu de temps à être mélangé. Et après, on peut aussi faire des chantilly comme ça, infusés. Par exemple, vous pouvez infuser ça avec du lard. Ça marche bien aussi avec l'asperge, ça peut être sympa. On peut vraiment faire plein de choses. Et moi, je trouve que tout de suite, ça fait un peu festif. Les gens ont l'impression que vous êtes vraiment... Vous avez passé énormément de temps en cuisine. Et en fait, non. Et en fait, c'est assez rapide. Voilà. Et moi, j'aime bien ce genre d'astuce parce que c'est vraiment de la cuisine familiale, ménagère. Et comment tu fais justement pour infuser du lard dans une chantilly ? Si on avait voulu le faire infuser, on aurait mis en fait notre lard au frais dans un petit bol avec du lard, justement avec une tranche de lard et de la crème. On les aurait bien filmés pour éviter que ça absorbe les autres odeurs qui auraient été en fait dans le réfrigérateur. D'accord. Et après, on n'a plus qu'à la monter de la même façon en enlevant le lard, bien évidemment. Ok. Donc assez simple aussi. C'est pas très compliqué non plus. Et les gens tout de suite sont aussi, ah il est là mon petit velouté, impressionnés. Donc là, du coup, on a notre petite chantilly qui est là. On va enlever ça. Donne. Hop, merci. Hop. Et on va prendre, je veux bien que tu me passes les tout petits verres là, qui sont juste à côté. Là ? Ouais, parfait. Tiens. Donc là, regardez, mon petit velouté est là. Donc là, on peut le servir vraiment à l'avance. Préparer le velouté à l'avance, le faire juste un peu réchauffer dans une casserole. La chantilly, par contre, moi, je vous conseille quand même de la faire au dernier moment. Et les petites chips de bresaola, regardez. Elles tiennent toutes seules. C'est magique, ça tient tout seul, c'est joli. C'est translucide, c'est un petit peu salé, ça apporte du croquant. Moi, je trouve que ça va pas mal avec ce genre de choses. Avec le mousseux de la chantilly, le liquide du velouté. Donc là, on va verser un petit peu notre velouté d'asperge. On aurait pu faire aussi avec de l'asperge blanche. C'est plus joli la couleur de l'asperge verte peut-être avec ta chantilly. Oui. Puis l'asperge blanche, moi je pense que je la préfère juste comme ça, cuite à l'autocuiseur comme on en parlait tout à l'heure. Ok. Hop là. Allez, j'en fais 3. Allez. Hop là. Et alors là, une fois que j'ai mixé juste mes petites asperges, j'ai rajouté un petit peu de crème à l'intérieur, mais pas grand-chose, pour qu'elles soient un petit peu plus blanches. Ok. Je trouve ça plus joli. Donc après, on va prendre une petite poche à douille. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre une poche à douille, il y a une cuillère, ça marche très bien. Mais là, c'était pour vous faire un truc joli aujourd'hui, vous voyez. Donc, je le mets à l'intérieur. Donc là, c'est ma petite chantilly aux chèvres. Hop. On va juste débarrasser de ça. Et là, après, on va mettre un petit peu de chantilly au-dessus. Parce que je vous rappelle que c'est quand même un cappuccino, cette histoire. Hein, donc, il faut que ça ressemble un petit peu à un cappuccino. Quand même. Un cappuccino vert. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de cappuccino vert en même temps ? Bon, on peut l'inventer, la preuve aujourd'hui. Et puis moi, j'aime bien le côté un petit peu chaud, justement, du velouté avec la chantilly qui va fondre dedans. Je trouve que c'est sympa, quoi. Hop. Donc là, regardez. Ah ah, ça a décidé de surnager, cette histoire. Voilà. D'accord. Et on peut le mettre aussi à la cuillère, donc si on n'a pas de poche à douille. Je pense que là, on aurait presque mieux fait de le mettre à la cuillère. Ça aurait été on fait une jolie petite quenelle. C'est ça, ouais. Je pense que je me suis laissée emporter par la poche à douille. Là. Et après, on va déposer une petite... L'habitude de la grande cuisinière. C'est ça. Un petit peu de poivre. Et là, vous voyez, vous n'avez plus qu'à le servir tel quel. Donc ça, en entrée ou à l'apéro, même si vous voulez. Et l'intérêt des petites chips, regardez, c'est que vous pouvez même les couper en petits morceaux, en petits segments comme ça. D'accord. On peut attraper la chantilly avec. Ouais. Et après, du coup, ça permet vraiment d'avoir du petit croquant. Et ça, moi, j'aime bien les servir tel quel à l'apéro aussi. Ouais, c'est vrai que c'est sympa aussi. Voilà. C'est très joli, ça. Mais c'est tout bête en plus à faire. Hein. Et ça va fondre un petit peu dedans. C'est printanier et pareil, on est sur quelque chose de vraiment assez simple, quoi. C'est ce que je vois. Écoute, moi, ça me donne envie de tester, pourquoi pas. Vous voyez là en gros plan, c'est vraiment assez joli, de jolies couleurs bien printanières, bien claires, à tester chez vous. Je sais pas si
C'est un petit peu On les a bien vus là, à la caméra. Ouais, okay. Ouais. Bon, alors, on va poursuivre oui, on y avec une autre question de Cookie. Bonjour Cookie. Voilà, bonjour Cookie. Alors, elle te demande, avez-vous une recette de poisson pour Pâques? Merci de votre réponse. C'est vrai qu'on n'a pas encore vraiment parlé du poisson. On l'a énuméré un peu avec le saumon et les petits feuilletés aussi, qui peut être très sympa. Et les petits feuilletés. Ouais. Alors là, moi, pour un plat de poisson. Ouais, pour le poisson, moi, j'aurais carrément fait le même principe que ce dont on parlait tout à l'heure avec les feuilletés, en fait, en mettant un filet de poisson sur une petite... on met juste une tombée d'épinards sur de la pâte feuilletée. Et après, on rajoute un beau filet de poisson dessus, on remet bien de l'eau et on ferme avec de nouveau de la pâte feuilletée. Ça peut être très sympa, vraiment joli esthétiquement. Après, on peut aussi faire une paille. Alors, les pailles, ça se fait beaucoup dans les pays anglo-saxons. Ça va en fait consister à faire une garniture au fond d'un grand plat à tarte, mais en terre, donc qui se tiennent bien. Et là, on va pouvoir faire revenir des Saint-Jacques, on va pouvoir rajouter des poireaux, des petits pois, des choses comme ça, qu'on va juste faire un petit peu sauter. On va les mettre au fond, on va rajouter des Saint-Jacques juste poêlés au-dessus. On va faire une petite crème, une sorte de roux un petit peu avec du poisson. Et on va rajouter du feuilletage au-dessus. Et ça, on l'apporte tel quel à table. Les gens, après, on sert à la cuillère. Et du coup, vous avez le côté un petit peu moelleux, fin en dessous, et le côté un petit peu croustillant au-dessus, qui peut être très sympa. Oui, pour une grande tablée avec une grande famille, on apporte. Et puis moi, je trouve ça sympa, c'est joli. Ça change un petit peu, puisque c'est vraiment anglais. Donc, ça fait un autre univers. Ça va intriguer un petit peu les personnes. Ça peut être pas mal. OK. Voilà. Alors, on poursuit avec PJ. Bonjour PJ. Qui te dit salut. Salut. Salut PJ. On te salue depuis notre cuisine. Alors, il demande, je cherche une bonne recette à base de lapin. Est-ce que tu aurais des idées donc à base de lapin? Alors, PJ, pour ne rien vous cacher, c'est vrai que le lapin et moi, on n'est pas très amis. Ah, pourquoi? J'ai du mal à manger les petits lapins. Tu penses aux petites bêtes? C'est ça, c'est ça. C'est un peu ridicule. Mais et bon, les petits qu'est-ce agneaux que vous voulez? C'est vrai aussi, mais bon. Donc après, le lapin, on peut le préparer de plein de façons. Vous pouvez aussi le servir un petit peu comme on ferait une blanquette de veau, ça peut être sympa, avec des petites carottes nouvelles, vraiment quelque chose d'un petit peu printanier. Moi, c'est pareil, je le ferai vraiment de manière un peu printanière. Ou après, même avec une jolie sauce blanche, ça peut être très sympa. C'est vrai que moi, ma grand-mère faisait toujours le lapin à la moutarde. Ouais. Moi, excuse-moi, je mangeais du lapin. Non, mais c'est ça. Après, mais c'est une question d'enfance. Hein, j'avais des grands-parents qui élevaient des lapins et on les mangeait. Voilà, c'est vrai. Mais c'est bien aussi. Mais non, mais il faut voir, de toute façon. Si on était tous pareils, ce serait pas drôle. Donc, il faut tous qu'on ait des goûts différents. Et exactement. Après, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de questions différentes aujourd'hui. Mais oui, mais c'est très bien. J'en suis très heureuse. Alors, on poursuit avec Laurie. Hello, Marie. Bonjour, Laurie. Avec quoi je peux accompagner ma petite caille et quelle sauce? Car elle aimerait beaucoup faire ça à Pâques. Une caille. Ouais, moi, j'aurais presque fait une purée de céleri, Laurie, pour aller avec. Donc vraiment faire revenir de la pomme de terre, du céleri ensemble, bien mixer un peu de crème, des petites herbes dessus. Moi, je pense que ça aurait pu être pas mal. Après, on aurait pu carrément accompagner tout ça d'une petite salade un peu fraîcheur avec des petites pommes coupées en petits bâtonnets, avec des petites rondelles de radis, parce que c'est la saison du radis, un petit peu d'huile d'olive, de la fleur de sel, du poivre. Je pense que ça pourrait faire quelque chose d'un petit peu un peu doux. Et la caille, ça va pas mal avec les fruits aussi. Donc apporter le croquant de la pomme, moi je trouve que ça aurait pu être pas mal avec le céleri aussi, c'est assez fruité. Donc, à mon avis, c'est mon inspiration du moment, Laurie, en fait. Voilà. C'est ton inspiration. C'est ça. C'est vrai que le céleri, c'est un peu compliqué, moi je trouve, je parle aussi personnellement et dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le céleri. Alors moi je pense qu'on n'aime pas le céleri parce que souvent c'est mal préparé, mais si vous le coupez avec un petit peu de pommes de terre, si vous le mixez bien, vous rajoutez un petit peu de crème, ça va être très doux. Et vraiment, moi je connais plein d'enfants qui ont réussi à en manger après ça. D'accord. Donc on parle vraiment du céleri boule, là. Oui. Le céleri rave. Tu l'as mis avec de la pomme de terre en purée, ça passe mieux. Ouais, et après vraiment bien crémé, du sel, du poivre, et ça peut être vraiment sympa. D'accord. Voilà. Bon, et moi, Laurie, il faut essayer de nous tenir au courant alors. Hein. Oui, tenez-nous au courant, faites manger du céleri à vos enfants et dites-nous aussi. C'est ça. Réagissez sur le site pour nous dire si vos enfants mangent du céleri, comme Marie vous l'a préconisé. J'espère avoir de bons résultats. Attention. Alors attention, on continue avec Elliot. Il te dit bonjour. Et un bœuf printanier, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Alors moi je dis le bœuf, pourquoi pas. On peut carrément faire une côte de bœuf ou après des pavés de bœuf aussi juste poêlés. Ça peut être quelque chose de sympa et servi pareil avec des petits légumes de printemps. Moi je trouve que le bœuf pour Pâques ça pourrait être une très bonne idée. En fait, donc allons-y. Pour Pâques, toutes les viandes sont à peu près bonnes. Ouais. Le tout c'est de trouver des accompagnements printaniers à côté. C'est ça, mais c'est vrai qu'on est un petit peu embêté cette année parce qu'il n'y a pas énormément de légumes encore frais qui arrivent. Donc là on a des champignons qui sont là, on a des petites carottes nouvelles. On commence à avoir des choux, mais bon le chou c'est peut-être pas non plus hyper glamour.
Oui, sauf si tu as une recette glamour de choux à nous proposer. Mais après, on peut faire des super choux de Bruxelles revenus dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive qui soit un petit peu croquant, croustillant. Ça peut être très, très bon. C'est vrai que c'est le genre de légumes, les gens n'aiment pas forcément, alors que ça peut être très sympa. C'est vrai. Et après, moi, je pense qu'on peut aussi mélanger des fruits. Donc, les derniers fruits, la pomme, la poire qui reste aussi. On peut arriver à faire des choses sympas. Et le bœuf, vraiment, toujours ce qui est important dans une cuisson de viande, ça va être de faire chauffer une grande poêle avec un petit peu de matière grasse, qu'elle soit très, 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 très chaude. Idéalement, une poêle en fonte. Vous déposez votre viande dedans et vous la laissez colorer sans y toucher. Souvent, on a un peu la spatulite aiguë, c'est-à-dire qu'on a envie de retourner non-stop avec une spatule. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut vraiment le laisser colorer. Mais c'est vrai, je me rends compte. C'est une maladie très répandue. On a envie de touiller sans Donc, arrêt. on va le poser dans notre poêle avec de la matière grasse pour que ça soit bien doré. On va laisser attendre quelques minutes et après on va le retourner de l'autre côté, on va refaire dorer de l'autre côté. Et là vous aurez une viande en fait qui va garder du coup tout son moelleux parce qu'on aura bien cautérisé en fait tous les petits vaisseaux. Donc on va garder beaucoup de moelleux à l'intérieur et je vous garantis que ça va changer. Une fois que vous ferez cuire de la viande comme ça, vous ne reviendrez pas en arrière. C'est vraiment bon, elle a une jolie couleur, elle est bien croustillante et à côté, à l'intérieur, elle va être bien moelleuse. Donc si vous faites cuire un bœuf comme ça marchera à tous les coups. Bon, on testera alors. Si ça marche à tous les coups, ça marche à tous les coups. Il faut arrêter la spatulite. C'est assuré par Marie. On continue avec Joanne. Donc bonjour Marie. Avez-vous une idée de présentation pour une salade de fruits et bien sûr en rapport avec Pâques? On parlait des pommes et de la poire. Est-ce que tu peux nous parler d'une salade de fruits? Alors, c'est vrai qu'en ce moment, en plus, en fruits, on est plutôt sur les fruits exotiques. Donc moi, j'aurais presque fait un petit biscuit au chocolat à mettre au fond ou un petit fondant chocolat. J'aurais coupé ma petite salade de fruits, donc avec des mangues, des kiwis, des bananes que j'aurais vraiment mis au-dessus, des petites framboises si vous en trouvez. Et après, on aurait pu mettre des petits copeaux de chocolat ou carrément des demi-œufs de Pâques en chocolat. Ça pourrait être très joli. Donc moi, j'aurais bien fait une base de chocolat parce que Pâques, c'est quand même un peu le chocolat. Oui, c'est sûr. Et donc, fruits chocolat, ça marche très bien. Voilà, donc, et c'est dommage de s'arrêter juste à une salade de fruits. Après, autrement, vous pouvez rajouter une petite chantilly au-dessus, très simple, avec un peu de gingembre aussi, ça peut être joli. Et décorer, vous voyez, ce genre de petits œufs là en sucre, ça peut être joli. Il suffit de les mettre un peu au-dessus et ça marche à tous les coups. Ça fait une petite décoration sympa voilà, qui est en plus comestible. Et ça se rapproche un petit peu du nid de Pâques qu'on avait quand on était petit, vraiment avec les petits... Avec les petits œufs par-dessus voilà, et le chocolat en dessous. Et Pâques, quand même, il faut rester un peu dans nos souvenirs. Donc moi, j'aime bien récupérer des petites idées comme ça de choses qu'on mangeait quand on était petit. Quoi. On reste tous des grands enfants à Pâques. C'est ça, oui, il faut, c'est le chocolat, c'est les enfants. C'est sûr. Alors, Jean-Michel te demande une idée de dessert léger de saison pour son déjeuner familial de Pâques. Alors, as-tu des idées sur ce sujet? Alors, Jean-Michel, moi, je serais carrément partie sur une pavlova. Donc, pavlova, une meringue. Dessus, on rajoute de la chantilly et des fruits frais. Moi, je trouve que ça marche à tous les coups. Des petites mangues, un petit coulis, des petits morceaux de kiwi. Vraiment, je pense que c'est une bonne alternative. C'est un dessert qui est très simple à faire, qui plaira à tout le monde. Après, autrement, ce que je vous suggérais tout à l'heure, ça marche aussi. Le petit fondant au chocolat, des petits morceaux de fruits à l'intérieur. Ça sera frais aussi. Autrement, après, on peut carrément faire un tiramisu aux fruits rouges aussi. Ça peut être très joli. En partant sur des petits biscuits, tu vois, des petits biscuits cuillères, donc les petits biscuits roses, vous savez, de Reims, qu'on va imbiber dans un petit coulis de framboise. Vous les déposez au fond d'une verrine. Vous rajoutez dessus une mousse mascarpone. Vous rajoutez un petit peu de ricotta dans le mascarpone pour l'alléger. Des jaunes d'œufs, du sucre, on bat des blancs neige à côté, on mélange tout ça et en fait on va faire un dressage, donc petit biscuit rose, framboise, notre petite crème au mascarpone, etc. Et après on peut faire autant de couches qu'on souhaite. D'accord. Voilà. Et ça peut être un petit peu fruité, un peu aérien. Et le fait de rajouter de la ricotta dans le mascarpone, ça l'allège vraiment et ça vous fait quelque chose qui sera un peu plus léger parce que c'est vrai que le mascarpone, ça peut être un peu lourd, c'est vrai que voilà. c'est assez... Mais bon, rien sans rien. Et en même temps, on est à Pâques, on parle de chocolat, on ne va pas parler de repas non caloriques quand même. On est un peu obligé. Après, on peut aussi partir sur un pain perdu, donc vraiment avec des tranches de brioche qu'on va faire caraméliser, avec un coulis de mangue. Enfin, après, on peut faire des milliers de choses. Si on aime le chocolat ou pas, après, il y a plein d'idées. On peut varier. Il faut se laisser emporter. Et c'est vrai que quand on fait un repas comme ça familial, c'est pas mal de partir sur un dessert un peu bluffant, qui ne soit pas très compliqué à faire, mais qui impressionne les gens. D'accord. Et ta recette de pain perdu, comment tu l'as fait? Tu l'as fait avec quel type de pain? Avec une brioche? Alors moi, j'aurais pris plutôt une brioche pour le côté un peu croustillant, trempée dans de l'œuf, dans du sucre. Vous mélangez bien tout ça, un petit peu de lait aussi. Vous pouvez rajouter un peu de rhum si vous le souhaitez. Une poêle, du beurre, un petit peu de sucre, on fait bien caraméliser. On dépose notre tranche de pain perdu dedans, on laisse bien caraméliser. Après, on le retourne et après, on se fait juste un petit coulis de mangue, tout simplement pour l'accompagner. Ou on peut rajouter un petit peu de citron vert aussi pour le côté un peu exotique. C'est vrai qu'on est en plein dans les fruits exotiques. Oui.
Donc autant en profiter. Après, si on a des petits fruits rouges, on peut même faire une petite poêlée de fruits rouges, les déposer dessus. Ça peut être très sympa. Alors c'est vrai que c'est un dessert qui est un petit peu consistant. Mais en même temps, c'est un dessert d'enfance aussi. C'est vrai qu'on retourne en enfance aussi. C'est moelleux, c'est bon, c'est réconfortant. S'il fait un peu gris comme aujourd'hui, c'est pas mal. C'est vrai. Alors justement, on parle de dessert et on va poursuivre avec ton dessert, celui que tu vas nous préparer aujourd'hui, bien sûr à base de chocolat. Alors vous allez voir, c'est très très simple. Ça va être une mousse au chocolat. Donc en fait, on va dévier un petit peu de la recette de mousse au chocolat traditionnelle, parce que là, on va rajouter dedans du riz soufflé. Des petits éclats de noisettes. Pour le côté croquant, aujourd'hui, on ne fait que dans le croquant. C'est ça. Et on va le décorer avec des petits œufs de Pâques. Donc, est-ce que c'est chaud ici? Un petit peu. Je pense un petit peu, oui. Donc, attention. Là déjà, hop, hyper important, notre chocolat. Donc, pour faire fondre un chocolat correctement, il faudrait se mettre au bain-marie. Donc, un bain-marie, une grande casserole, un petit fond d'eau bouillante. Surtout, n'en mettez pas trop, on dépose après notre bol dedans. Et ce qu'il ne faut pas, c'est que l'eau touche en fait le petit saladier qui est à l'intérieur. Si l'eau touche le saladier, on a trop de puissance et trop de chaleur. Et du coup, notre chocolat, il va devenir granuleux. Et un chocolat granuleux, c'est irrattrapable. Oui. Donc vraiment, juste uniquement avec la vapeur. Autrement, on va le mettre au micro-ondes. Donc plusieurs fois 30 secondes au micro-ondes. Attention, je vais découvrir le micro-ondes. Moi, c'est ce que je fais. Ouais. Ça marche très bien de faire fondre au micro-ondes. Mais par contre, ce qui est important, c'est de le faire vraiment en plusieurs fois 30 secondes. D'accord. Toujours par petites touches. Ouais. Sinon, il risque de durcir. Exactement. Alors, on essaye de faire marcher le micro-ondes, ce n'est pas notre cuisine. Marie, experte culinaire, n'est pas experte en électroménager. C'est ça, je pourrais faire des démonstrations en électroménager presque. J'espère que ça va marcher, imaginez. Attention, hein. Mais il faut mettre du challenge un peu, moi je dis, dans ce genre de choses, autrement c'est pas drôle. Bon, on t'en voudra pas si ça marche pas très bien. Tu as expliqué que le bain-marie c'était la meilleure solution de toute façon. C'est ça, idéalement un bain-marie, mais là c'était pour éviter de vous faire trop de vapeur d'eau, c'était plus simple. Est-ce que c'est plus rapide de faire cuire, mais fondre le chocolat au micro-ondes? Alors normalement c'est plus rapide, hein, c'est plus simple. Je suis désolée, hein, je vis un grand moment de solitude là, mais... Vous avez le temps d'aller chez vous, d'aller vous faire un petit café. Vous êtes tranquillement assis devant votre télé. C'est ça. On va récupérer nos petites verrines. Parce que vous allez voir. Petites verrines. Ouais, j'en veux bien. Allez, 4. Combien? 4. Allez, 4. Tiens, est-ce que tu peux me mettre le petit plateau avec? Oui. Merci. Alors, est-ce que vous avez vu que j'ai mis plusieurs variétés de chocolat en fait à fondre? J'ai mis du chocolat noir, donc vraiment du chocolat pâtissier, et après vous savez les barres de chocolat à praliné pour apporter un petit peu de moelleux. Et pour moi, pas que c'est un peu enfantin, donc il faut rester dans le côté. Là, on va vraiment faire un dessert ludique. Ok. Donc on va dessert qu'on peut faire avec nos enfants. Voilà. Et après, on peut vraiment varier, mettre plusieurs chocolats. Ah bah voilà, là ça marche très bien cette histoire. Alors regardez. Mon petit chocolat, 30 secondes, et vous avez vu, déjà, il a commencé à fondre. Donc là, je vais juste le mélanger. Hop. Et on va le remettre 30 secondes à fondre. D'accord. Donc ça fond super vite, ça sent super bon. Et peu importe que tu mettes deux chocolats différents qui fondent pas, là on le voit bien à la même vitesse? Non, c'est pas grave. D'accord. Du moment qu'on ne le met pas plus que 30 secondes à la fois, c'est bon. Et donc tu as mis praliné et chocolat noir. Si on a envie d'autre chose, est-ce qu'on peut mettre du chocolat blanc, du chocolat au lait avec du chocolat noir pour varier un peu les plaisirs? On va mettre chocolat au lait. Et après, si on est vraiment plus des adultes qui sont là, on peut mettre que du chocolat noir. Que du chocolat noir, oui. D'accord. Du coup, là-dedans, après, on va mettre des petits grains de riz soufflés au chocolat. Normalement, vous connaissez ça, les trucs qu'on mange au petit déjeuner avec un bol de lait. C'est pas fait maison? Vous voyez ce que je veux dire? Non, là, c'est pas fait maison. J'ai torréfié un petit peu des noisettes que j'ai concassées en gros morceaux. Okay. Après, on aurait même pu utiliser des morceaux de noisettes caramélisées qu'on trouve aussi maintenant tout fait dans votre supermarché préféré. Après, on peut utiliser des petites framboises. Ça va être pour ajouter le côté un peu fruit. Ça sonne, le chocolat est prêt. C'est ça, le chocolat nous appelle. On va le mettre encore un tout petit peu et ce sera bon. Donc 3 fois 30 secondes pour faire voilà. cuire Après, du chocolat. ça dépend de la quantité et du micro-ondes aussi. C'est vrai. Et là, tu en as fait pour environ combien de desserts? Là, on en a fait pour 6 personnes parce qu'on est des grands gourmands ici. J'ai senti qu'on avait des gourmands. On ne dira pas que toute l'équipe goûtera au dessert après. Donc après, là, j'ai monté 7 blancs en neige. Ok. D'accord. J'ai en fait 200 g de chocolat praliné, 100 g de chocolat noir. Donc on a quand même 300 g de chocolat. Hein. On a de quoi... Il y a de quoi faire. On a de quoi nourrir les troupes. Donc là, regardez, mon petit chocolat est fondu. Je vais juste le mélanger délicatement à la maryse. Et là, vous voyez, regardez, il est lisse. Il n'est pas du tout granuleux. Oui, c'est vrai ça. Et vraiment, le chocolat, en fait, il ne faut pas le massacrer. Hein. Ça sent bon. Ça sent super bon. Ça, c'est le chocolat praliné. Ouais, on sent vraiment le praliné qui ressort là.
Et là, vous voyez, on a un vrai chocolat. Alors, vous voyez les petites bubules parce qu'il est un petit peu émulsionné. Donc, il est vraiment très beau, très simple. Là, je vais le laisser poser un tout petit peu. Donc, j'ai battu mes 7 blancs en neige, pareil, pour vous éviter à l'avance, histoire d'éviter de vous casser trop les oreilles. Et on a gardé uniquement 5 jaunes d'œufs. Je n'ai pas mis les 7 jaunes parce qu'après, ça ferait quelque chose d'un petit peu lourd. Okay. D'accord. Donc là, j'attends que mon chocolat soit un petit peu moins chaud. Hop. Mais là, vous voyez vraiment, c'est la meilleure façon de faire cuire du chocolat. Hein. Il faut vraiment pas. Il faut arrêter la bêtise de le mettre directement sur le feu dans une casserole. C'est un peu une aberration, quoi. Donc là, regardez, quand je mets mes jaunes d'œufs dedans, en fait, ça va épaissir parce qu'il y a pas mal de protéines dans les jaunes d'œufs. Du coup, ça épaissit mon chocolat. C'est complètement normal. Okay. Là, vous voyez, tout de suite, on a une masse qui est beaucoup plus compacte. Hein. Mais ça te fait une crème très, très compacte. Voilà. Mais ça, c'est la protéine dans le jaune d'œuf. De l'œuf, voilà, qui va compacter notre chocolat. Donc là, on a un chocolat qui est beaucoup, beaucoup plus compact. Et on voit souvent les grands pâtissiers, les grands cuisiniers tempérer leur chocolat. Alors, en fait, le tempérage du chocolat, c'est vraiment carrément autre chose. Parce que le tempérage, ça va permettre de redurcir notre chocolat. Ok. Donc, c'est si on veut faire des moulages en chocolat, par exemple. Et là, c'est pas le sujet. Je vais me mettre ici. Est-ce que vous me voyez bien si je suis ici? Oui, on te voit. C'est bon. Je pense que vous la voyez. Hop. Là, je vais intégrer une partie du chocolat dans les blancs en neige. Hop. Et là, je vais le mélanger au fouet. Donc là, pareil, on a pris pas mal de temps pour monter nos blancs en neige. C'est pas le moment de les massacrer. Ah non, surtout pas. Voilà. J'ai travaillé avant, j'ai monté les blancs. Délicatement. Enfin, c'est moi qui les ai montés? Non. Tant pis. Mais bon, si ça te fait plaisir. J'aime bien pouvoir faire croire que c'est moi, mais bon. On peut dire. Donc là, tu mélanges tout délicatement. Ouais, je vais plutôt prendre une maryse parce qu'il est un peu petit celui-là. D'accord. Hop. Voilà. Et donc là, je vais vraiment mélanger les deux masses ensemble, délicatement. Là, j'ai intégré la moitié de mon chocolat et du coup, je vais intégrer la seconde partie. Ok. Là, on voit déjà que ça commence à se mélanger. Hop. Je vais m'en sacrifier un petit peu ici. Là, j'en ai mélangé un petit peu à l'avance, c'est ce que j'aurais dû faire. Mais là, comme on est en direct, j'essaie toujours d'aller un petit peu vite. Vas-y, vas-y. Pour vous, mais bon. Hop là. Donc là, je finis d'intégrer mon petit chocolat. Moi, ça me donne faim tout ça. Hein. Je crois que j'ai mon ventre qui crie famine. C'est vrai que je suis à côté d'elle, j'entends que ça gargouille, mais le mien commence aussi à faire un peu de bruit. C'est une catastrophe, en fait. Quand on fait des live chats à cette heure-ci, en fait, il faudrait qu'on mange en direct ce qu'on fait. C'est ça. Pourquoi on ne l'a pas fait à 11h, 11h30 hein? C'est ça. Mais en même temps, bon, c'est l'heure où vous êtes chez vous, donc l'idée, c'est de partager avec vous. L'heure de la pause déjeuner qui donne faim à tout le monde. C'est ça. Et j'espère qu'après ça, vous serez bien inspirés pour vos repas de Pâques. Hein. Et alors là, regardez-moi cette petite mousse. Elle est jolie ta mousse. Voilà. Donc là, il a une jolie mousse. La mousse, vous savez, ça va prendre au réfrigérateur. Donc là, elle n'a pas sa texture définitive. Hein. Combien de temps tu la laisses prendre au Alors réfrigérateur? la mousse, il faudrait la laisser 3 heures au réfrigérateur. L'idéal, c'est une nuit. Toujours, par contre, comme on a de la matière grasse dans le chocolat, bien filmer son récipient pour ne pas absorber trop d'odeur du réfrigérateur. Parce qu'une mousse au camembert... c'est une mousse salée, mais bon, s'il y a du chocolat dedans, on va peut-être éviter de le marier avec le camembert. Donc là, je vais commencer à dresser mes petites mousses. Alors, je rajoute les petits riz soufflés. Le petit riz soufflé au chocolat. Après, on est d'accord que là, c'est vraiment enfantin. Après, si vous faites que ça pour des adultes et que vous avez une mousse au chocolat, vous pouvez mettre des petites gavottes, vous voyez, à l'intérieur. Un petit crumble en fond de verrine. Des petites gavottes aussi, ça peut être bon. Là, on va coller des petites framboises sur les côtés. Comme ça, on a un dessert tout chocolat, mais avec du fruit. Voilà, le côté un petit peu croustillant, acide en même temps et moelleux de la mousse au chocolat. Je sens qu'il y en a plein qui ont faim là-bas, moi. J'espère que vous, derrière vos écrans, vous avez faim aussi. Et donc là, je vais prendre ma petite mousse au chocolat. Hop. Donc, qui logiquement est plus compacte que ça. Non, parce que je vais justement la verser quand elle n'est pas prise, en fait. Ah, donc tu mets tout comme ça et après tu mets l'ensemble de la verrine et après l'ensemble au réfrigérateur. D'accord, ok. Parce que là, il va falloir qu'elle prenne après la petite. Là. Ok. Hop. Elle n'est pas méga mélangée, mais c'est surtout pour vous montrer. Hein. Vous pouvez la mélanger un petit peu plus à la maison. Hop. Voilà. Je vais en faire une troisième, après pour que vous compreniez le principe. Puis après, on met le fruit qu'on veut, si on a envie de changer les goûts. Oui, on peut, c'est vrai que moi après... Oula. La framboise, c'est vrai que ça va bien, les fruits rouges avec le chocolat. Moi, j'aime bien la framboise. Et après, on fait des étages, en fait, vous voyez.
pour vraiment avoir ce petit côté gourmand, quoi. Je vous en fais qu'une, hein, parce que après on a plein de questions, je suis sûre. On va continuer avec les questions. Voilà, tu leur as montré le principe. Vous voyez que vous faites différentes couches une petite mousse de ce que vous voulez. Attends, parce qu'après on n'a pas tout à fait fini. Il y a encore quelque chose à mettre dessus. Ouais, parce que c'est méga une gourmand, surprise. Donc là, quand on a notre petite mousse ici, on peut la taper un petit peu. On va tasser. Pour qu'elle soit un petit peu plus lisse. Et là, en fait, on voit les petites framboises, le petit côté croustillant et tout. Au-dessus, on va finir par mettre des petits éclats de noisettes. Ah oui, les noisettes. Voilà. Et on va rajouter, attention... Qu'est-ce que tu vas mettre? Ah, les fameux petits œufs en nos petits œufs de Pâques. Parce que, vous voyez, c'est quand même Pâques après tout. Hein. Donc là, après, on peut le décorer. Alors, par contre, les œufs, mettez-les plutôt après qu'elle est prise dans la mousse. Oui, c'est sûr. Là, c'est vraiment pour vous montrer l'idée. C'est mignon comme tout. Et là, en fait, du coup, ça nous fait un petit nid de Pâques avec des petits œufs. Après, donc ça, c'est les petits œufs en sucre. On peut mettre des petits œufs en chocolat. On peut vraiment varier et mettre plein de choses différentes. Voilà. Et après, on peut rajouter des petits morceaux de riz soufflé, histoire de vraiment avoir ce côté un petit peu nid, quoi. Ouais, c'est très joli tout ça. Voilà, on filme tout ça, on met au réfrigérateur, on attend 3 heures. Il faut être un peu courageux et attendre. Et après, on les mange. On peut, en attendant, voilà, lécher le plat. C'est ça, enfin, lécher le plat. Je l'enlève parce qu'autrement, il va vouloir le manger. Mais non, pas du tout. Alors, on continue avec une question de Tati. Oui. J'essaye de faire des chocolats maison, mais je n'arrive pas à les faire brillants. Comment faire? Alors ça, Tati, déjà, c'est ce que je commençais à expliquer un petit peu tout à l'heure. Il faut vraiment tempérer son chocolat. Alors, tempérer son chocolat, c'est un petit peu compliqué. En fait, tempérer, ça veut dire que si vous faites fondre votre chocolat, déjà, vous commencez exactement comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ou le bain-marie, ou le micro-ondes, on fait fondre son chocolat. Ce qu'on peut faire si on veut vraiment être rapide, enfin, pas se compliquer la vie, c'est utiliser son chocolat tel quel. Vous prenez des moules en chocolat, vous les badigeonnez bien de chocolat, vous tapez un petit peu, vous les retournez pour enlever le surplus, et après, vous les mettez au réfrigérateur pour qu'ils prennent. Ouais. Le problème de ces chocolats-là, c'est qu'en fait, si vous les laissez trop longtemps dehors, ils vont fondre. Donc, c'est un chocolat qui va falloir conserver au réfrigérateur, sortir une demi-heure à l'avance, mais pas beaucoup plus parce qu'après, il va reperdre sa consistance. Si on veut qu'il reprenne de la consistance comme une tablette de chocolat, il va falloir le tempérer. Le tempérer, ça veut dire qu'en fait, on va suivre des courbes de température un petit peu complexes et il faut vraiment être là au degré près selon les chocolats différents et avoir surtout un thermomètre. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si vous tempérez votre chocolat, vous pouvez faire des moulages en chocolat qui se tiennent, ils seront croquants quand vous mordrez dedans et vous pouvez les laisser dehors. Ils ne bougeront pas comme le petit lapin qu'on a là, quoi. Même principe. Donc, pour tempérer notre chocolat, attention à vos carnets. Donc, on va bien faire fondre notre chocolat comme je vous l'ai montré tout à l'heure au micro-ondes. On va le laisser monter à 45 degrés Celsius, donc ou au micro-ondes ou au bain-marie. Il faut bien que toute la masse du chocolat soit à 45 degrés. Donc là, on parle pour du lait. Pour du noir, ce sera plutôt 55. D'accord ? Okay. On mélange bien délicatement son chocolat. On va enlever le cul de poule du feu. On va en prendre un tiers qu'on va laisser dans notre cul de poule sur le bain-marie et on va travailler les 2 tiers qui restent. Donc là, on l'enlève du bain-marie et on va le travailler. Il va falloir que cette base-là arrive à 27 degrés. D'accord. C'est technique, hein. C'est très technique. Ouais. Une fois qu'on est à 27 degrés, on va tout reverser dans notre cul de poule qui est encore sur le bain-marie. On va mélanger et là, il va falloir atteindre 31 degrés. Okay. Une fois qu'on aura atteint nos 31 degrés, là, on pourra utiliser notre chocolat tel quel tout de suite. Parce qu'il ne va pas falloir trop le faire monter en température, le petit. Et là, vous garnissez vos petits moules en plastique, vous laissez prendre votre chocolat et vous aurez un chocolat qui va être brillant, qui va être croquant et que vous pourrez laisser dehors sans problème. Il va falloir travailler un petit peu son tempérage, mais après, ça marche. Voilà. C'est une question de pratique aussi. Ouais. Hein. Voilà. On sait que le chocolat, c'est quelque chose de difficile à manier de toute façon. Surtout, voilà, si on veut qu'il recristallise. Si on veut qu'il cristallise, il faut vraiment... Donc, je vous rappelle rapidement, 45 degrés. Après, on enlève un tiers. Le tiers, on le laisse dans le bain-marie. On travaille les 2 tiers. Les 2 tiers, on les ramène à 27 degrés. Après, on remet tout sur le feu à 21 degrés. Et on arrive à 31 degrés. C'est le loto gagnant, attention. Voilà. Très bien, bah merci Marie pour toutes ces précisions. Tenez-moi au courant si vous faites des moulages, hein. Je veux voir à quoi ils ressemblent. Alors écoutez, on a fait à peu près le tour d'horizon des amuse-bouches, des entrées, des desserts, de toutes les astuces pour Pâques. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous suivre, que vous avez faim, que vous avez envie d'aller manger. Nous, on va peut-être aller tester les recettes de Marie avec toute l'équipe. On va se laisser aller à la gourmandise. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau live chat avec Leclerc et vous. Merci à tous. Ciao. Au revoir.